Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour suivre cette édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la France résidant à Djibouti, M. Christophe Guilou. Également dans le titre, les pays membres de la Ligue arabe, à l'exception du Liban, ont condamné les attaques visant des missions saoudiennes en Iran. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la France résidant à Djibouti, Christophe Guilou. Accompagné de ses proches collaborateurs, le nouvel ambassadeur a prononcé un discours dans lequel il fait état des liens existants entre la France et la République de Djibouti qui sont, a-t-il dit, les fruits d'une longue histoire partagée durant 150 ans. Eh bien justement, né en 52, le nouvel ambassadeur de France est diplômé de l'Institut de langue arabe et civilisation orientale, un diplomate qui est passé par de nombreux pays aux Nations Unies ainsi que l'Agence pour la promotion de la francophonie. Les relations entre nos deux pays ne sont pas seulement militaires, elles doivent se renforcer dans d'autres domaines, c'est ce qu'a indiqué le diplomate français. De son côté, le président de la République a indiqué que la République française et la République de Djibouti partagent des liens privilégiés et séculaires. Nos deux pays ont également la langue française en commun dans le respect de notre diversité linguistique et culturelle. Toutefois, nos relations sont loin d'avoir épuisé tout leur potentiel. Elles sont appelées à progresser dans tous les domaines d'intérêt commun à nos deux pays et entériner ainsi un partenariat qui soit fondé sur les valeurs qui nous sont communes, sur les avantages mutuels et l'équilibre de nos intérêts dans le but de cimenter encore plus une relation durable, fécondée et porteuse d'espoir pour l'avenir de nos peuples. Fin de citation. La plus grande base militaire française en dehors de la France. Les forces françaises de Djibouti n'ont pas seulement un rôle de protection, elles sont également ici pour renforcer la coopération entre nos deux États. Leur rôle est unique et les responsables djiboutiens nous répètent à quel point ce que nous faisons est exceptionnel par la qualité de nos interventions et des relations que nous avons nouées. Nos forces armées y disposent notamment de facilités d'entraînement extraordinaires. Nous en sommes conscients et nous ferons tout pour renforcer et améliorer cette relation. La relation entre nos deux pays n'est pas seulement militaire. Elle doit se renforcer dans d'autres secteurs pour continuer à s'adapter à l'évolution du monde et de ses enjeux. Deux autres domaines mériteraient en effet que nous puissions renforcer encore nos actions bilatérales, car nous avons conscience que nous devons évoluer et adapter nos outils et nos priorités. Le premier de ces défis est économique. Les échanges commerciaux entre nous ne sont pas à la hauteur de la relation stratégique qui nous unit. Il y a là des efforts à mettre en œuvre pour parvenir à renforcer ce domaine. Je m'y emploierai car votre pays est en train de tout faire pour exploiter au maximum les avantages que lui procure sa situation géographique. La France et ses entreprises ont des atouts qu'il nous faut désormais davantage valoriser. Le deuxième enjeu, c'est celui de la langue française. Il nous reviendra de réfléchir conjointement à de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour redynamiser et renforcer encore davantage l'usage à Djibouti de cette langue commune, en forte croissance au niveau mondial et qui constitue votre originalité ici dans la Corne de l'Afrique. Située dans un environnement régional complexe, Djibouti doit relever également le défi de sa stabilité. La France, comme avant elle Djibouti, a été très durement frappée par de terribles attentats. Nous avons été très sensibles au message de sympathie que vous avez adressé spontanément au président de la République, M. François Hollande. Et après son discours et la remise des lettres de créance au président de la République, l'accréditant en tant que nouvel ambassadeur de France à Djibouti, le chef de l'État et l'ambassadeur Christophe Guilou ont eu une entrevue en présence du ministre chargé de la coopération, M. Ahmed Ali Silaï, et les collaborateurs de l'ambassadeur. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage.
Le porte-parole de l'UMP et présidente du Parti social-démocrate djiboutien, Hasna Moumine Bahdon, s'est félicité aujourd'hui du très bon déroulement de la convention de l'UMP qui a porté Ismaël Omar Guelleh comme candidat unique de cette coalition. Elle a tenu à remercier tous les organisateurs et tous les participants à ce grand rassemblement. Je vous propose de l'écouter. L'UMP a tenu vendredi dernier sa convention pour investir le candidat IOG. Les militantes et militants se sont réunis au club hippique en démontrant leur adhésion au projet politique du président IOG et de la coalition UMP. La convention a été aussi l'occasion d'affirmer la réussite des grandes réalisations socio-économiques du président de la République. Les leaders de l'UMP n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de la politique nationale et internationale du chef de l'État. À cet effet, je remercie le candidat de l'UMP qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Je cite: « Je tiens à remercier tous celles et ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à la célébration du 8 janvier dernier. À tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se sont mobilisés autour de notre coalition et qui croient en nos valeurs républicaines qui sont l'unité, la paix et la cohésion sociale, je vous dis encore une fois merci. Dans nos quartiers, dans nos villes et par-delà les frontières, continuons à œuvrer ensemble pour Djibouti. » Fin de citation. Au nom de l'UMP, je remercie également l'ensemble des militants, adhérents, sympathisants, RPP, FRUD, PND, PSD, UPR pour leur engagement auprès du candidat IOG. Enfin, mes remerciements pour tous ceux et celles qui ont rendu agréable l'organisation de ce grand événement et plus particulièrement la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haït. Et après la cérémonie de prestation de serment des premiers membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, devant la Cour constitutionnelle, le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui, au cours d'une audience solennelle, la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante et de 5 vice-présidents issus des 5 régions de l'intérieur. À cet effet, donc, Monsieur Abdi Ismaël Hirsi a été désigné président de la CENI par acclamation où il a obtenu 42 voix contre son adversaire Salah Banoïta qui a obtenu 31 voix. Après la désignation du président a eu lieu la désignation des 5 vice-présidents des régions de l'intérieur, à savoir Arta, Alisabi, Dikil, Obok et Tajoura. Enfin, le nouveau président de la CENI, Abdi Ismaël, a remercié les membres de la CENI pour lui avoir accordé leur confiance. Rappelons que la cérémonie a été présidée par Abdurrahman Shamsan et le doyen Abdallah Chiroua Djibril. Ensuite, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a reçu dans son bureau le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Abdi Ismaël, et les 5 nouveaux vice-présidents des régions de l'Intérieur. Le ministre donc a souhaité aux responsables de la CENI plein succès dans leur mission qui leur a été confiée. Sous la présidence de Madame la députée Hasna Bilil Humad, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie hier. Au cours de cette réunion de travail, la commission a examiné le projet de loi portant sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti-Ville et de sa périphérie. Le gouvernement était représenté par la secrétaire d'État chargée au logement, Amina Abdi. À travers cet important texte, le gouvernement propose de fixer les orientations stratégiques d'extension de la ville pour les 20 prochaines années, ainsi que la destination générale des sols, et ce dans le cadre de la vision 2035. Selon la secrétaire d'État chargée du logement, Amina Abdi Adan, cette loi n'est pas fixée dans le marbre. Il est prévu, a-t-elle souligné, que des évaluations en période soient faites tous les 5 ans afin d'en réévaluer la pertinence en fonction de l'évolution et des besoins qui pourraient apparaître. Des correctifs utiles pourront être apportés si cela s'avère nécessaire, a-t-elle précisé. Et la secrétaire d'État Amina Abdi a expliqué aux membres de la commission qu'à travers ce texte, il est question avant tout de mettre bon ordre dans le domaine, mais plus encore de poser les jalons de l'avenir de Djibouti en termes d'aménagement. Ce texte, a-t-elle insisté, va servir de moyen d'action et d'encadrement. Il mettra un terme aux opérations effectuées rapidement, au coup par coup, et va privilégier l'avènement d'un urbanisme cohérent qui s'inscrit dans la durée avec une optimisation des investissements publics et privés. Le cadre de vie s'en verra amélioré, a-t-elle conclu. Une information de taille a été communiquée aux élus présents par Amina Abdi Aden au cours des travaux en commission. Le gouvernement travaille activement à l'idée de développer le tramway
à Djibouti afin d'améliorer la circulation urbaine. La secrétaire d'État a insisté également sur le fait que c'est cette option qui avait été retenue par le gouvernement et inscrite dans le projet soumis à l'approbation des élus. Nous sommes conscients que ce projet mobilisera des moyens considérables. C'est la raison pour laquelle nous travaillons activement à la mobilisation de ressources afin d'entamer ce chantier le plus tôt possible. Le sujet d'importance a suscité un débat constructif. Au terme de la réunion, les députés ont émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi lors de la tenue de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a lancé une opération de bancarisation des retraités percevant une pension d'au moins 100 000 francs par trimestre. Pour ce faire, la CNSS a invité les banques de la place dans ses locaux dans l'objectif d'ouvrir les comptes pour que ces retraités qui perçoivent 100 000 francs Djibouti par trimestre. Eh bien, la directrice générale de la CNSS, Hana Farah Assoui, a été chargée de superviser ces opérations de bancarisation des retraités. Celles-ci qui vont se poursuivre jusqu'au 7 janvier prochain. 5 banques de la place se sont déclarées prêtes à ouvrir ces comptes. C'est dans l'optique de faciliter les paiements des pensions de retraite que la CNSS a bien voulu être le trait d'union entre les banques et les retraités. Une initiative donc qui est bien accueillie par les retraités. L'un d'eux a d'ailleurs souligné que cette méthode lui facilitera la tâche, d'autant que les succursales des banques se trouvent désormais à proximité des lieux d'habitation. Ma pension de retraite récupérée dans une banque de proximité est une bonne chose. S'il serait plus facile pour moi qui habite à Balbala de récupérer mon argent, ajoute cet homme. D'autres précisent que cela leur évitera les files d'attente devant les caisses de la CNSS. Certains pensent avoir bénéficié des facilités comme un paiement par avance en cas de nécessité. Et la directrice générale de la CNSS, Mme Hana Farah Assoui, a expliqué que la bancarisation des retraités percevant plus de 100 000 francs par trimestre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie managériale qui a pour objectif de faciliter les paiements des pensions de retraite axées sur la proximité du service. Nous avons commencé il y a quelques années cette politique de proximité de service. Nous avons commencé à transférer via la poste les pensions des retraités vivant dans les régions. Cette mesure a été rendue possible à l'issue d'un partenariat avec la CNSS assigné avec la poste de Djibouti. À l'issue de cette initiative, les pensionnés des régions ne se déplaçaient plus vers la capitale et venir à la CNSS pour récupérer leurs pensions de retraite. Puis une autre mesure a été prise, celle de payer les retraités qui sont très alités et qui n'ont plus les capacités de se déplacer. Pour ces derniers, nous avons des équipes qui se déplacent et qui remettent les pensions à domicile. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape de cette stratégie qui vient à offrir un meilleur service aux retraités et leur éviter ainsi les attentes et les déplacements. Cela dit, les retraités ont le libre choix d'ouvrir leur compte dans la banque de leur choix. Il y a 5 banques de la place qui ont répondu à notre invitation et qui ont bien voulu ouvrir des comptes sur place aux retraités percevant des pensions d'au moins 100 000 francs. Un stage de haut niveau en réseau informatique destiné à une dizaine de militaires et de gendarmes s'est clôturé aujourd'hui au camp Cheikh Ousmane où des certificats techniques de premier degré CT1 ont été délivrés. Eh bien, donc, la cérémonie de clôture de ce stage et de remise des certificats a été présidée par le général de division, chef d'état-major général de l'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Ont également pris part à la cérémonie le général de brigade Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense, les chefs des corps des différentes missions installées à Djibouti et les chefs de département de l'état-major. Étaient également présents le général Hassan Ali, conseiller du chef d'état-major général des armées, ainsi que le colonel Ibrahim, représentant la gendarmerie nationale. Enfin, après proclamation des résultats, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la remise des récompenses aux premiers meilleurs lauréats de ce stage.
Les centres de développement communautaire sont sans nul doute les lieux d'épanouissement culturel et sportif, mais aussi de rencontres pour impliquer les populations dans de nombreux sujets de sensibilisation. Ces dernières prennent aussi une part active aux décisions concernant leur quartier ou zone résidentielle. Et c'est ainsi que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se démène pour multiplier et créer ce genre de structure. Un CDC vient ainsi de voir le jour à Gorabous, localité de la région de Dikil. La cérémonie d'inauguration a vu la participation de nombreuses personnalités. Outre celle du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, était présent le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chekho, le président du conseil régional Abdelrahman Younis, ainsi que les parlementaires de la région. À cet effet, les habitants de Gorabous sont réservés à la délégation qui s'est déplacée dans cette localité, un accueil des plus chaleureux. Le président du conseil régional a, durant son intervention, rappelé l'importance des CDC dans le sens où ils permettent non seulement aux jeunes de s'instruire et échanger, mais aussi de s'adonner au sport en les écartant de l'oisiveté et de la délinquance. Le préfet de la région d'Ikil a, quant à lui, après avoir remercié le secrétaire d'État pour avoir tenu parole en créant cette structure au bénéfice des jeunes, a demandé à la population de Gorabous de faire bon usage de leur CDC et que désormais la responsabilité de préserver cet espace communautaire leur incombe. Et la cérémonie a été clôturée par l'inauguration officielle du centre de développement communautaire de Gorabous. Et bien justement, donc cette structure dédiée aux jeunes est dotée d'un terrain de basket, de volley-ball, d'une salle audiovisuelle, d'une bibliothèque. Elle dispose également de baby-foot et de tables de tennis. La réaction du secrétaire d'État à la jeunesse a été recueillie après l'inauguration. Il s'est dit fier d'avoir inauguré ce centre de développement communautaire dans la localité de Gorabous. À Gorabous, donc dans une des localités de la région de Dikil, pour inaugurer un CDC qui sera donc très profitable à la population de cette localité. Cette CDC émane donc de la volonté du président de la République de permettre donc à la jeunesse de région de profiter des infrastructures communautaires. Donc c'est un des CDC aussi le plus important parce que donc c'est une jeunesse qui a assez attendu donc cette infrastructure. Je remercie donc le président de la République qui permet chaque jour à ce que la jeunesse puisse profiter donc non seulement donc des bienfaits des politiques publiques en matière de jeunesse, mais également aussi d'aspirer donc à cette jeunesse le fait d'aller de l'avant. Donc également aussi mes recommandations à cette jeunesse afin qu'elle puisse aussi sauvegarder et garder cette infrastructure, parce qu'avant tout, c'est vrai que c'est pour la jeunesse, mais surtout aussi c'est pour la communauté de cette localité. Et afin de permettre aux populations des villages et localités de l'intérieur de bénéficier des soins, une équipe médicale du centre hospitalier d'Ali-Sabié a effectué ce week-end un déplacement dans la localité de Guélilé. Et cette équipe mobile a été dirigée par le docteur Omar Mohamed Farah. Elle a pu effectuer des consultations et apporter des soins de proximité à quelques 124 personnes qui ont bénéficié de consultations générales avec traitement. Ainsi, 37 adultes ont pu être auscultés et soignés, 45 enfants malades ou souffrant de malnutrition ont été pris également en charge, une vingtaine de vaccinations effectuées. Enfin, une quinzaine de femmes ont bénéficié de conseils sur la grossesse, la prénatalité ou le planning familial. Le ministère de la Santé a mis en place un programme visant à apporter des soins aux populations des régions de l'intérieur.
Et page nécrologie à présent, nous vous annonçons le décès de l'artiste somalien Ali Sougoulé dit Dun Arbed qui s'est éteint ce week-end. Le défunt a été un indépendantiste de première heure qui a fait fuir les colons anglais de la Somalie à travers ses chants patriotiques. En apprenant sa disparition, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, et le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, Ali Hassan Bahdoun, adressent tous deux leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et prient le Très-Haut d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et autre nécrologie suite au décès de Idriss Guiri Farah survenu jeudi dernier à l'hôpital Pelletier. Le ministère de l'Enseignement supérieur informe que la cérémonie de Mouled Nabi du défunt, plutôt du Moulid du défunt, se tiendra demain à son domicile. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmad, renouvelle ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité hors de nos frontières à présent, la Ligue arabe condamne les actions de l'Iran. Les pays membres de la Ligue arabe, à l'exception du Liban, ont condamné les attaques visant des missions saoudiennes en Iran. C'est ce qu'a déclaré le ministre émirati des Affaires étrangères. Les États membres de la Ligue arabe, à l'exception du Liban, ont condamné les attaques contre les représentations diplomatiques saoudiennes en Iran. Le ministre des Affaires étrangères de la Ligue arabe a tenu dimanche une réunion extraordinaire au Caire à la demande de Riyad pour discuter du conflit diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques le 3 janvier à la suite des attaques contre les missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et Mashhad. Bahreïn, donc le Soudan, la Somalie et Djibouti ont aussi rompu leurs liens diplomatiques avec l'Iran. La crise a éclaté entre Riyad et Téhéran suite à l'exécution le 2 janvier dernier du chef religieux chiite Nim al-Nimr ainsi que 46 autres personnes condamnées pour terrorisme en Arabie saoudite. Et enfin, en Syrie, un premier convoi d'aide humanitaire est arrivé à Madaya. Les images des enfants de Madaya ont fait le tour du monde ce week-end. Assiégée par le régime de Bachar al-Assad, Madaya, cette ville proche de Damas, est privée d'aide humanitaire en dépit d'une trêve conclue il y a plus de 3 mois. Quelques 40 000 personnes y meurent de faim. Certains se nourrissant d'herbes pour survivre. Les images visibles sur les réseaux sociaux ont inondé nos écrans ce week-end et provoqué un tollé international et poussé le régime à autoriser l'accès à Madaya. Médecins sans frontières a fait état de 28 personnes mortes de faim depuis le 1er décembre. L'appel à l'aide lancé par plusieurs ONG a été entendu. Une première partie de l'aide humanitaire est arrivée dans la ville. La dernière fois que des convois humanitaires ont pu atteindre les villes rebelles de Madaya et de Zabadani ainsi que les localités de Foua et Kafraya remonte au 18 octobre. Fin donc de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.